Dans le cadre de la fugue de Jeanne, c'est Pierre Perrin qui prend cette fois la main pour interviewer Virginie Megler. Nous sommes à la brasserie de la Contrescarpe à Paris. Infiniment remerciés. Chère Virginie, grâce à Jeanne Orient, j'ai le plaisir d'avoir un petit entretien avec vous pour mettre en valeur, on essayait de mettre en valeur Étonnante fragilité. Vous excuserez mes maladresses, je n'ai pas conduit d'entretien depuis 50 ans. Car à 20 ans, oui, j'ai fait un peu de Radio France à Besançon, voilà. Mais vous allez, grâce à votre pratique, arranger les affaires et je compte sur vous. Alors, vous avez publié une douzaine d'ouvrages, dont vous ne faites pas mention au début d'Étonnante fragilité, paru il y a quelques mois. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas du même auteur 12 ouvrages, c'est important? Oui. Et c'est vrai que pour ce livre-là, bon, il arrive que dans certains de mes livres, que ce soit mentionné. Mais ce livre-là, c'est vraiment de... Je pense que pour moi, c'est pas un livre à part, c'est plutôt un livre comme j'ai envie d'en écrire d'autres. Mais j'avais l'impression que c'était comme presque une parole, un écrit qui ne m'appartenait pas vraiment, enfin, qui m'appartenait bien sûr, mais j'avais vraiment besoin de livrer, et sans a priori pour le lecteur. Donc effectivement, il y a des références, les références du livre lui-même pour moi sont plus importantes que mes propres références. D'accord, voilà. Donc les exemples que vous donnez, les témoignages, certains peut-être réinventés, personnels, cachés, pas du tout. Anonyme en tous les cas. Voilà, bon. Anonyme, mais bien sûr c'est quand même la citation que je fais de Laurent Nunez en début, qui est vraiment importante, ça m'a autorisé. Un essai, c'est une manière de dire des choses très personnelles, c'est paradoxal d'ailleurs. Et oui, c'est paradoxal, mais en même temps, je pense que toute démarche, effectivement, vient toujours vraiment de l'auteur. Enfin, c'est vraiment la parole. Vous pouvez dire presque les mêmes mots ne sont plus les mêmes dès qu'ils émanent d'une personne ou d'une autre, parce que c'est forcément empli de son expérience. Donc, je préférais le dire plutôt. Et en même temps, quand je préfère peut-être sur ce genre de sujet, la parole, je privilégie la parole au discours. Essayer de dire que ce qui advient ne m'appartient pas vraiment, mais c'est quelque chose qui a besoin de s'énoncer et de s'écrire, parce que c'est par écrit qu'on peut dire ce qui ne peut pas l'être dans le langage courant. D'accord. On va essayer d'éclairer peut-être un peu le titre et ce qu'il révèle, que vous écrivez d'emblée, la fragilité est constitutive de l'humanité. Oui. Si je me permets, c'est quand même un paradoxe. Pour moi, ce qui est constitutif de l'humanité serait plutôt le génocide. L'homme est le seul animal à ma connaissance qui soit capable d'exterminer ses semblables. Montaigne le dénonce dès le XVIe siècle, par exemple, en disant que les Espagnols sont allés conquérir les Incas, par exemple, en les trompant à des choses horribles. Il parle de 480 personnes jetées dans une bouillante bassine d'huile frite, vivant, bien entendu, le roi trompé. Donc, comment expliquer que la fragilité serait c'est évident pour le nourrisson, je vous laisse la parole. Alors, je trouve la question est vraiment passionnante parce que il y a c'est votre livre qui est passionnant. Non, merci, mais la lecture, moi, un livre, je l'écris vraiment pour le lecteur, et c'est toujours très très émouvant. Je pense qu'un lecteur qui s'exprime, pour moi, reflète un nombre de lecteurs potentiels, mais c'est-à-dire qu'on l'a touché. Et donc là, cette question, il y a peut-être deux voies par lesquelles je pourrais répondre. La première étant, que la fragilité soit constitutive n'empêche pas qu'il y ait aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu dans la constitution. C'est qu'on peut être en effet fragile de constitution et aussi meurtrier de constitution. Donc je pense qu'effectivement, si elle est constitutive, ce n'est pas l'exclusion d'autres éléments. D'accord. Ça, c'est le premier point. Une première réponse, après une réponse n'est vraie que jusqu'à ce qu'elle soit énoncée. Je pense que je n'ai pas envie justement d'énoncer des vérités absolues. Et l'autre point que peut m'inspirer de votre question, c'est que est-ce que le génocide n'est pas justement une expression de la fragilité ? Ah, c'est intéressant, oui. Voilà, qui fait que là où on nie sa propre fragilité,
on l'a fui, et dans la peur d'être détruit, qu'est-ce qu'on fait? C'est la destruction qui passe, donc on va détruire l'autre. Et que peut-être penser la fragilité, ce serait peut-être inviter à penser à ne pas être meurtrier. Bien sûr, bien sûr. Très, très, très bonne réponse. Vous établissez évidemment rapidement le parallèle entre le garçon à qui il est demandé d'être fort, puissant, voire cruel, et la fille au contraire qui est faible. Mais aujourd'hui, on essaye quand même d'inverser la chose. Par exemple, des filles deviennent pompiers, c'est-à-dire font des métiers qui étaient réservés aux hommes jusque dans les années, jusqu'à la dernière guerre mondiale, quoi. Hein, des filles deviennent pompiers, des filles deviennent militaires, etc. Et inversement, des garçons deviennent, alors je ne sais pas comment on peut dire pour une sage-femme, un sage-femme, par exemple. Donc est-ce qu'il n'y a pas une évolution qui va dans le sens de votre livre? C'est-à-dire que vous appelez à beaucoup plus de reconnaissance de la fragilité, et cependant cette parité qu'on cherche par-dessous ne s'établit-elle pas un peu? Alors oui, je veux dire oui en apparence, j'espère que ce sera au-delà des apparences et que ça va durer, mais je me demande si c'est pas un peu périodique, un besoin comme ça qui s'exprime et qui est très rapidement refoulé. Donc quand je dis refoulé, par la société, hein, qui a quelque chose qui est tellement ancré dans notre histoire, dans l'histoire du monde, c'est qu'on est tellement peu remis des guerres que tant qu'on ne prendra peut-être pas vraiment le temps d'écouter, de faire attention, d'être attentif à ce qui se dit de la fragilité, et d'une façon, je dirais presque psychosociale, au niveau personnel, mais au niveau d'une société. Et je suis quand même frappée de voir à quel point dans tous les débats qu'il y a, on tient peu compte de la dimension psy. Enfin, quand je dis dimension psy, c'est de cette part de soi-même, du sensible, de l'affectif, de ça. On veut trouver au cours des vérités. Donc il y a plein de débats très très passionnants qui se passent après MeToo, après les révélations d'Adèle Haenel, après le livre Le consentement. Mais j'écoute et c'est toujours du pour ou du contre. Enfin, il y a quelque chose qui reste un peu guerrier dans la façon de l'aborder. Donc j'espère qu'en effet le mouvement social qui se passe effectivement pour plus de parité est vraiment quand même très inspiré. Mais j'espère qu'il ne va pas y avoir un retour de bâton où chacun finalement rentrera chez lui solitaire. D'autant plus que si on regarde au plan des civilisations, est-ce qu'une civilisation pour grandir n'est pas obligée de faire la guerre? Voilà. Alors si on regarde l'Amérique par exemple, on se pose la question de la décadence aujourd'hui pour la civilisation occidentale qui inclut l'Europe et l'Amérique. Et on voit que l'Amérique est en guerre perpétuelle. Afghanistan, elle était en Irak il n'y a pas longtemps, elle est encore un petit peu en Syrie, etc. Autrement dit, est-ce que la fragilité, comment concilier le besoin de fragilité, de reconnaissance d'autrui et de croire et de voir ou de constater qu'on est une puissance au plan d'une nation, voire d'une civilisation? C'est là où moi je me rends compte que cette parole qui est évidente que j'exprime dans ce livre-là, parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis l'enfance. Et j'y ai renoncé plein de fois, j'ai renoncé. Et donc c'est en même temps extrêmement prétentieux, parce que c'est vrai que la guerre et les génocides, là, comme vous le disiez, déterminent, constituent l'humanité. Donc penser qu'il puisse y avoir une fin, c'est un peu fou de ma part. J'en oublie le mot. Enfin, c'est utopique. C'est utopique. Oui, voilà, j'allais dire. Je pensais même que c'est mégalomane, d'une certaine façon, c'est une certaine mégalomanie. Une douce mégalomanie. Voilà. Mais en même temps, dans la question telle que vous l'avez énoncée, si je ne me trompe pas, vous dites est-ce que la guerre n'est pas obligée pour que la civilisation grandisse? Mais est-ce que la civilisation grandit sur la destruction? Je pense qu'il y a peut-être une espèce de fantasme de grandeur à travers la guerre, mais pour moi, c'est pas du tout le témoignage, la preuve d'un progrès. Je crois que Oui, mais si je peux me permettre, Virginie, si on regarde l'histoire, les Grecs par exemple, la guerre de Troie, c'est fort simple. Un roi a une femme, cette femme aime un roi d'une autre nation, déclare son amour, elle s'en va religieusement avec Hector. Et puis voilà, pour que le roi, comment il exprime sa puissance et sa virilité, il dit à tous les Grecs, allez hop, il faut aller combattre Troie, etc. et ramener ma femme. Ça revient à ça. Bon, d'un côté, c'est une petite guéguerre ridicule,
mais de l'autre, ça produit une grande civilisation qui a inspiré la nôtre, par exemple le français, la moitié, enfin, plus d'un tiers des mots de notre langue sont grecs. Oui. Mais est-ce que ça l'a produit? Pardon, excusez-moi, parce que est-ce que ça l'a produit ou est-ce que ça n'a pas pu être empêché, que la civilisation malgré tout? Enfin, je ne sais pas. De toute façon, j'ai toujours interrogé par tout ce qui est l'idolâtrie ou au contraire le lynchage. Et donc, je pense que ce sont des grandes civilisations, mais belle en soi-même, à défaut d'autre chose, mais même de la même façon, quand je vais me promener à Rome et que la papauté, c'est magnifique, mais la beauté de l'œuvre s'impose à moi. Quand je pense parfois à ce qu'il y a derrière, je me dis, est-ce que c'était vraiment si indispensable? Est-ce qu'on ne peut pas créer des civilisations qui ne soient pas effectivement fondées sur la guerre? Alors, de toute façon, ce que vous dites, c'est que la meilleure façon de s'en sortir, c'est l'art, l'œuvre d'art, qui essaye, finalement, les gens qui ne veulent pas mourir, entre guillemets, ridiculement, sont soit de grands hommes politiques, Napoléon, De Gaulle, etc., soit des artistes qui survivent par leur œuvre. Voilà. Et donc l'art, vous dites, c'est très important parce que celui qui crée une œuvre, en peinture, en musique, en sculpture, etc., se dépasse lui-même. Ah oui. Et non, mais moi je crois fondamental. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, allez-y, Virginie. Non, mais je pense vraiment l'art, bon, le mot lui-même, parce que c'est étymologiquement, art, et c'est intéressant parce que c'est à la fois indo-européen qui a prédonné dans le grec et dans le latin, à la fois ars pour l'art et arme. Mais l'arme, au départ, n'était pas une arme pour tuer, c'est une arme pour se protéger. Donc, c'est effectivement, je pense que peut-être que l'art et la création, l'acte de création en tant que l'art, ou l'art en tant qu'acte de création, parce que ne pas le transformer, justement, c'est pas l'art de la guerre, c'est pas l'art de tuer non plus. C'est peut-être l'art de se protéger d'abord, avant de tuer. Je crois profondément comment dire que on est, du fait de l'histoire, on est quand même porté par les guerres. Du fait de notre fragilité, on est porté par les guerres intimes, les jalousies, les rivalités familiales, parce que souvent c'est ça. Un roi va va envoyer tuer, mais qu'est-ce qu'il revit peut-être effectivement la façon dont lui s'est senti tué, entre guillemets, dans sa famille, où il a peut-être eu envie de tuer un frère ou une sœur. Donc on est à la fois donc porté par les rivalités sociales et les rivalités intimes. Et comme si c'était une fatalité. Et là, moi, je me rends compte que peut-être que vivre, pour moi, ça a été l'obligation de défier la fatalité. Alors, si je peux me permettre de vous interrompre, pourquoi, page 75, écrivez-vous « L'écorché vif ne connaît pas de trêve ». Parce que moi, je me dis, bon, les enfants battus, souvent, sont le résultat de pères ou de mères eux-mêmes battus. Donc on ne peut pas s'en sortir. Mais on est dans la progression. Qu'on le veuille ou pas, on est dans la progression. Et c'est la progression pour le meilleur ou pour le pire. Et donc il y a quelque chose d'un mouvement. Donc c'est là où la psychanalyse, moi je l'ai bien aimée, mais dans sa dimension effectivement d'expérience vraiment magnifique, mais j'ai besoin de ne pas oublier qu'au départ elle avait été pensée pour être thérapeutique. Après on dit, la psychanalyse, elle guérit de surcroît, mais non, il y a un moment donné, est-ce qu'il y a une approche qui peut permettre de guérir? Donc ce ne sera pas forcément guérir une société parce que ce n'est pas du discours, mais penser à 1 + 1 + 1 et de voir vraiment comment quelqu'un est pris dans un processus de destruction et d'autodestruction, parce que moi je pense que réellement que lorsque l'on tue quelqu'un pour se protéger, on se sent plus mal après qu'avant. Et que si quelqu'un prend ce contact, cette expérience, au contraire, quand on amorce un processus de création, de création, l'action donc de créer, aussitôt ça nous ouvre à d'autres horizons et on oublie la douleur. Alors vous avez une phrase magnifique, je n'ai pas relevé la page, mais vous dites que la psychanalyse est une chorégraphie. Autrement dit, ça montre qu'on peut sortir de soi et en faire un art en quelque sorte. Néanmoins, que préconiser contre les sévices? Un enfant tellement aimé, j'ironise évidemment malheureusement, qui est mis par son père dans le tambour de la machine à laver et essoré. Donc
condamné à la mort. Comment combattre ce genre d'exaction? Est-ce que les gens réfléchissent quand ils font de telles horreurs? Non, je pense qu'ils ne réfléchissent pas. Alors la grande difficulté, c'est comment combattre. Est-ce que c'est... Oui, vous avez... Non, vas-y, allez-y. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a été trop abîmé n'a plus la force de chercher secours. Hein, ça, c'est le haut niveau. C'est pas... Mais ça m'arrive de recevoir des personnes qui ont été vraiment abîmées par la vie. Et là, il y a vraiment un processus de soins, de réparation. Et réparation, là aussi, au sens étymologique du terme, c'est réparer quelqu'un pour qu'il puisse retrouver ses forces. Et si... Là, c'est aussi ce que l'on donne, comme c'est une question de nourriture. Hein. Quand on donne de la nourriture empoisonnée, ça empoisonne la personne. Si, plutôt que de s'arrêter sur le poison, peu à peu, on lui donne une autre nourriture, il y a quelque chose d'une balance presque physique, on peut éventuellement le nourrir, et qu'on remet un processus, c'est un peu rapide à dire, mais on passe du cercle vicieux au cercle vertueux. Hein, mais ça ne passe pas par le discours, ça passe plutôt par la présence, l'écoute ou l'attention. Donc vous êtes sur la lignée de Victor Hugo où l'éducation est indispensable. Oui, l'éducation, et alors au sens aussi du terme, c'est éduquer, c'est... Moi, je me compare parfois à un jardinier, où en fait, c'est éduquer, c'est aider à croître, aider à grandir. C'est qu'on n'est que là pour donner peut-être la lumière nécessaire, la chaleur, la tendresse, parfois la rigueur aussi, et qui fait qu'on réamorce un processus justement vertueux, parce que la personne en elle... donc c'est plutôt apprendre, c'est là où plutôt que d'apprendre à attaquer la personne qui nous a blessés, c'est comment apprendre à créer de bonnes protections. Et cependant, peut-être une petite objection. On voit des gens qui ont Bac+10, donc ils sont éduqués, instruits, etc., commettre des exactions. Pour ne pas citer de nom, on a vu un patron du FMI quand même être assez déraciné à New York. On entend parfois parler d'ambassadeurs en Suisse, en France et ailleurs, qui mettent en esclavage des petits venus d'Afrique, enfin des petites plutôt venues d'Afrique, on confisque la carte. Donc ce sont des gens très instruits qui se permettent le mal. C'est pour ça, comment combattre ces exactions et ce mal? Mais là, je pense que la racine, du fait de la fragilité native et de l'insécurité, au lieu de prendre le temps de se développer, il y a une force, on est poussé par l'angoisse, on veut souvent acquérir des forces trop vite. Et trop vite, souvent ce sera plus que l'autre. Donc Bac+10 pour qui aime les études, c'est très très bien s'il a pris le temps de faire des études. Moi je pense aussi aux études pas trop professionnalisantes, qu'après ça puisse permettre d'avoir une profession. Tandis que les études, aujourd'hui, mais peut-être dans d'autres époques, sont souvent pensées pour être le meilleur. Et il y a cette espèce d'injonction d'être le meilleur, c'est au détriment de l'autre. Donc en fait, que c'est plus de l'éducation. Justement, c'est parce qu'on pourrait dire l'éducation, c'est simplement indiquer le bon chemin. Tandis que là, c'est celui qui va courir le plus vite, celui qui va être plus fort que les autres. Donc, dans cette forme d'éducation, il y a quand même la suppression, l'exclusion de l'autre. Et toute la difficulté, c'est la possibilité de l'autre. On s'est un peu peut-être éloigné d'étonnantes fragilités. Je voudrais dire que votre livre est un plaidoyer pour le respect de l'autre, l'amour de soi aussi, parce que vous dites que la haine de soi engendre les pires horreurs. Donc s'admettre tel qu'on est, c'est un livre d'amour évidemment. Vous avez donc foi dans l'être humain, dans la capacité de régénérer la vie, etc. Et pourtant, beaucoup d'hommes ne respectent pas les lois, pour admettre une petite contradiction. Bon, c'est pas grave. Comment rendre l'amour un face-à-face heureux? Comment alors Donc, dans le cadre de la fragilité, dans le cas de l'amour, enfin je prends encore 2 secondes la parole, dans le cas de l'amour, l'amant masculin, viril, etc., en fait, il se fait tout petit. Quand on aime vraiment quelqu'un d'autre, on est à ses genoux, à ses pieds. Alors comment rendre cela heureux? Ça ne se commande évidemment pas. Mais là, peut-être justement, on est à genoux, on est à ses pieds. C'est aussi la tendance que peut avoir aussi l'homme et la femme. On se rend compte que souvent dans l'amour, on place l'autre très très haut. Enfin, il y a quelque chose au niveau du fantasme, il est vraiment plus fort que nous. Et là, peut-être qu'en pensant aussi à soi dans l'amour,
Ce serait comment se penser dans l'égalité, avec effectivement des différences, bien sûr. Hein. C'est pas l'assimilation de l'un à l'autre. Dans une relation amoureuse, il y a parfois un qui a le pouvoir, mais c'est pas un pouvoir de dominer. Il a du pouvoir réellement, mais il y a une alternance. Donc c'est une forme d'équité dans la puissance en tant que potentiel, mais sachant qu'effectivement, l'un ou l'autre, il y a une alternance du pouvoir, et en contrepartie, veiller quand même, là je crois qu'il y a une invitation, parce qu'à ce moment-là, il y a comme une auto-éducation à faire, veiller à ce qu'on prend trop de pouvoir, parce qu'on a sans mémoire, et on peut effectivement faire mal sans y penser. Est-ce que vous pensez que l'amour doit se construire? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une passion, donc un sentiment irraisonnable ou irraisonné, mais que ça doit se construire avec le temps. Moi, je le pense d'autant plus qu'il y a aussi de la déconstruction nécessaire aussi, parce justement, l'humanité est dans la construction. On n'accepte pas la nature telle qu'elle est. Hein, on cultive, on construit. Il faut étayer la fragilité. Voilà. Et à ce moment-là, oui, penser, et donc c'est aussi réinventer d'autres gestes, réinventer ou revivifier le langage, parce que là aussi, on prétend le langage comme un être presque de supériorité sur les autres êtres vivants, mais je pense que parfois le langage ne dit plus rien aussi. J'aime bien aussi renourrir le langage et faire attention à ce que l'on dit dans l'acte amoureux. Oui. C'est très important. Montaigne disait que tous nos problèmes de guerre avec les autres, d'incompréhension, ce sont des problèmes grammaticaux. On ne se comprend pas dans les mots, c'est assez fréquent. Je suis, moi, très heureux de vous avoir entendu. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter pour vendre, entre guillemets, votre livre? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié plein de choses, évidemment. Non, vous n'avez rien oublié. Parce que moi, non, c'est pas de l'oubli. Vous le vivez comme ça, donc je ne vais pas dire non. Déjà, effectivement, vous sentez que mais non, moi, ce qui je crois surtout, c'est s'autoriser une lecture subjective. Ah oui, voilà, que chacun, effectivement, prenne et justement ce que vous avez remarqué, retenu aujourd'hui, une autre personne le remarquera. Peut-être grâce à vous, mais aura peut-être vu autre chose, et surtout pas s'interdire, parce que là je crois qu'il n'y a rien. Moi j'ai vraiment envie d'inviter à penser, ne pas. Alors que c'est inscrions-nous, moi ça m'arrive très fréquemment de vouloir être meilleur ou plus que ça, hein, mais c'est un conditionnement, et que là non, je pense aux fleurs des champs. J'ai toujours adoré les fleurs des champs. Et il y a mettons le bleuet, le coquelicot, la fleur de moutarde. Il n'y en a pas une qui est plus belle que l'autre. Et dans la vie, c'est cette multiplicité. Donc chacun a sa lecture, en essayant à ce moment-là de penser ni plus ni moins, être dans l'instant, dans le. Très bien. Une seule question pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas oublier les blessures de l'enfance? Alors là, il y a l'oubli, je crois, l'oubli qui c'est peut-être, il y a l'oubli naturel, l'oubli conditionné. Moi, je pense que, il y a un mot qui est très important dans la HLC, c'est la cicatrisation. Oui. C'est se donner le temps de la cicatrisation. C'est peut-être moi ce à quoi je participe dans les accompagnements, c'est ne pas les nier, parce qu'on a envie de se débarrasser de la douleur, on a envie de se débarrasser de la souffrance, on a envie de s'en débarrasser. Et là, la vie prouve que ça finit toujours par ressortir, et ça va se retraduire de façon très inattendue dans d'autres circonstances. Et souvent, c'est comme malvenu. Alors plutôt que de dire c'est malvenu quand la blessure ressort, comment la penser? Et la pensée, c'est un mot aussi, penser, c'est peser. Hein, donc, oui, c'est au contraire la considérer, ne pas la nier. Et donc, ça peut se faire que dans des espaces intimes. Elle dit, oui, une grande souffrance, une grande douleur, ça existe. Donc, c'est pas tant l'oublier, mais faire qu'elle s'atténue. Mais on n'oubliera jamais, sauf que sa reviviscence ne sera pas folle. Hein, ne sera pas. Et donc on y gagne aussi, parce qu'on gagne aussi la tendresse pour la personne qui a souffert, au lieu que la personne qui a souffert, qui est nous-mêmes, nous continue à nous faire souffrir, on gagne de la tendresse pour elle et de la connaissance aussi. Et si on a appris à se respecter soi-même, c'est là où je pense qu'on respecte plus facilement, plus naturellement l'autre. Vous êtes très éloquente pour poser les bases d'un nouveau monde qu'on espère tous voir venir. Si on considère qu'on a peut-être terminé pour une fois cet entretien, on va remercier Alain qui a commandé à l'image, Jeanne qui nous a invités, organisé, etc. Remercier bien sûr
La Contrescarpe. La Contrescarpe. Le café de la Contrescarpe. Et notre Christine qui prend des notes. Qui est l'âme, qui dessine et qui imprime le moment aussi à sa façon et l'atmosphère. Un grand merci à tous. Et merci infiniment, et Pierre. Bon vraiment, succès à ce livre. Je suis très, très émue, très touchée. Vraiment, et merci à tout le monde donc, ici. Voilà. Merci.